Merci Naj de m'avoir invité. Bonjour à tous. Donc comme vous l'a dit Naj, je remplace un peu au pied levé Pascal Artru qui devait présenter les highlights dans les cancers digestifs en 2018. Donc il m'a passé ses diapos. Je vais essayer de faire de mon mieux. On essaiera de faire la discussion par la suite tous ensemble. Alors pour les cancers colorectaux localisés, non métastatiques, il y a eu deux grandes questions cette année. La première question était celle de l'intérêt de l'ADN tumoral circulant dans la prise en charge de ces tumeurs. Et puis la deuxième question, l'immunothérapie, donc toujours à la une, cette fois-ci dans les cancers du côlon localisés. Donc pour ce qui est de l'ADN tumoral circulant, donc on a eu une étude australienne qui a été présentée à l'ASCO cette année. Donc les Australiens avaient déjà testé l'intérêt de doser l'ADN tumoral circulant dans des cancers du rectum de stade 3 et donc avec un envahissement ganglionnaire pour voir si le fait de retrouver de l'ADN tumoral circulant était ou pas de mauvais pronostic. Et donc cette fois-ci, ils se sont intéressés au cancer du côlon avec donc 96 patients. Les diapos ne passent pas. C'est bon. Ok, très bien. Donc je reprends, excusez-nous. Donc après avoir démontré que la présence d'ADN circulant chez les patients avec des cancers du rectum de stade 3, 4 et avec un envahissement ganglionnaire permettait d'identifier les patients qui étaient plus à risque d'avoir des récidives. Donc cette même équipe australienne a présenté cette année les résultats de biopsies liquides, donc biopsies liquides dans lesquelles on dose l'ADN tumoral circulant chez des patients avec des cancers du côlon de stade 3 qui ont été traités par chimiothérapie adjuvante. Donc on a fait des prélèvements avant la chimiothérapie adjuvante et en fin de chimiothérapie adjuvante. Et donc au total, il y a 20% des patients qui ont rechuté. L'ensemble des résultats est plutôt concordant, voire même impressionnant. Comme vous pouvez le voir, on va avoir une survie sans progression qui est nettement inférieure chez les patients qui ont un ADN tumoral circulant, que ça soit tout de suite en post-opératoire, avec une survie sans progression à 2 ans qui passe de 84% si on ne détecte plus d'ADN tumoral circulant à 47% si en post-opératoire on détecte toujours de l'ADN tumoral circulant. Donc pareil pour les patients qui ont reçu la chimiothérapie adjuvante, on a également une différence significative en termes de survie sans progression à 2 ans, avec une survie sans progression qui passe de 82% à 27% à 2 ans. Et donc même chez les patients qui ont un ACE normal à l'issue de la chirurgie, l'ADN circulant paraît quand même être un bon marqueur du risque de récidive. Et donc si ces données se confirment, le monitorage de l'ADN circulant permettrait d'identifier en temps réel les patients les plus sensibles ou résistants à la chimiothérapie. Donc cet intérêt est plutôt nous permettra plutôt de mieux sélectionner les patients pour la chimiothérapie adjuvante. Donc actuellement, il va y avoir une étude qui va démarrer sur les cancers du côlon de stade 2 et donc surveiller de plus près ceux qui restent positifs en fin de chimiothérapie adjuvante. Donc
ça paraît quand même rapidement comme quelque chose d'incontournable dans le suivi des cancers colorectaux opérés. Donc actuellement, il y a des études plus larges qui sont en cours pour confirmer cette place et puis imposer cet outil dans la pratique. Donc pour ce qui est de l'immunothérapie, donc on sait que l'immunothérapie antitumorale basée sur l'inhibition des checkpoints immunitaires, donc anti-PD-L1 et anti-PD1, connaît aujourd'hui un essor important dans de nombreux cancers, notamment les cancers bronchopulmonaires et les cancers cutanés. L'impact dans les cancers digestifs n'est pas encore déterminé. On a eu pas mal d'études pour montrer qu'il y avait un intérêt pour les patients qui avaient une instabilité microsatellite, donc des patients MSI. Par contre, pour les tumeurs qui ne sont pas MSI, l'intérêt n'est pas clairement défini. Et donc dans cette étude qui a été également présentée à l'ESMO de cette année, on a testé une immunothérapie néoadjuvante chez des patients qui étaient ou pas MSI. Donc deux cohortes de patients. C'est des patients avec des cancers du côlon localisés, M0, sans perforation ni occlusion, donc des patients qui étaient candidats à une chirurgie. Et là, on leur a proposé une association de nivolumab, donc 3 mg kilo AJ1 et AJ15, et l'ipilimumab, donc un anti-CTLA4, qui a été administré à la dose de 1 mg kilo, et donc le délai était de 6 semaines entre le diagnostic et la chirurgie. Donc au lieu d'opérer d'emblée ces patients, on leur a proposé, on a décalé la chirurgie de 6 semaines pour tester si l'immunothérapie apporte un bénéfice. Alors l'objectif principal de cette étude était déjà la faisabilité de ce traitement néoadjuvant et la tolérance, parce qu'on sait par expérience avec les mélanomes que cette combinaison est tout de même assez toxique. En objectif secondaire, c'était pour voir l'efficacité et puis d'essayer de voir s'il y a des biomarqueurs d'efficacité, notamment l'infiltration lymphocytaire qui a été démontrée comme associée à une meilleure réponse à l'immunothérapie. Donc, au total, 19 patients, on a pu évaluer 14 patients, donc 7 patients étaient MSI, 8 ne l'étaient pas, et donc pour l'objectif principal, ce qui était de la faisabilité et de la tolérance, on a vu qu'il n'y avait pas de retard à la chirurgie, donc avec un délai médian entre le début du traitement et la chirurgie qui était de 32 jours, et globalement une bonne tolérance de cette association, pas plus d'effets secondaires que ceux qu'on a habituellement avec l'immunothérapie. En post-opératoire, on a vu qu'il y avait des complications qui n'avaient rien à voir avec le traitement, des perforations, des abcès, ce qu'on a l'habitude de voir, mais pas de majoration des toxicités. Et donc, de façon très favorable, on a vu des réponses histologiques très importantes avec des résultats prometteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, des résidus tumoraux qui sont nuls pour les patients MSI. Donc, vraiment des réponses histologiques majeures dans 100% des cas. Pour les patients qui étaient stables, on n'a pas eu de réponse avec un résidu tumoral viable qui était de 83 à 100%, donc pas vraiment de réponse intéressante. Donc des résultats qui sont très prometteurs pour les patients MSI, qu'il faudra probablement confirmer par des études randomisées, des études prospectives avec des effectifs plus importants, mais en tout cas une preuve de plus pour démontrer que l'immunothérapie a un bénéfice chez les patients MSI, quelle que soit leur tumeur. Donc l'immunothérapie néoadjuvante pourrait être très prometteuse dans les cancers colorectaux MSI. Pour ce qui est des cancers colorectaux métastatiques, donc on a eu l'essai TRIBE 2, donc après la démonstration de TRIBE qui a été publiée en 2014 et qui a démontré la supériorité du FOLFIRINOX bevacizumab sur le FOLFIRI bevacizumab. Toujours le même groupe italien, Gono, a enchaîné cette fois-ci sur une nouvelle phase 3 multicentrique baptisée TRIBE 2, et les premiers résultats ont été communiqués cette année à l'ESMO.
Et le but était de voir si une quadrithérapie initiale, donc une quadrithérapie avec une trithérapie à base de chimio, donc 5-FU, irinotecan, oxaliplatine, associée à une thérapie ciblée par bevacizumab, était compatible avec les données de blocage continu de l'angiogenèse. Donc, je vous rappelle les résultats qu'on avait eus avec les études TML et velours pour dire qu'en poursuivant une pression anti-angiogénique, on avait un bénéfice. Et puis également les données des essais en faveur d'un traitement, induction, puis entretien, type Optimox et Kero3. Donc, l'objectif de l'étude était de renforcer le positionnement de la trithérapie avec Beva en première ligne. Donc, il s'agit d'une étude de stratégie, donc avec 2 lignes. L'objectif principal était la PFS2. Donc, la PFS2 a été définie par la médiane obtenue entre l'inclusion et la progression sous 2e ligne, donc comme dans l'essai Kero3. Le bras expérimental était représenté par le FOLFIRINOX bevacizumab avec une séquence d'induction, maximum 8 cycles, puis un entretien par 5-FU bevacizumab et si progression, on réintroduit le traitement par FOLFIRINOX. Le bras contrôle était une séquence classique, FOLFOX bevacizumab, puis FOLFIRI bevacizumab avec à chaque fois induction et entretien. Les critères d'inclusion, évidemment, on avait pris des patients avec des adénocarcinomes histologiquement prouvés, des patients en première ligne avec des métastases non résécables, des maladies mesurables, des patients qui étaient relativement en bon état général avec un PS inférieur ou égal à 2. Ils ne devaient pas avoir reçu de chimiothérapie adjuvante à base d'oxaliplatine, donc plutôt des patients de bon pronostic. Les chimiothérapies adjuvantes par 5-FU étaient possibles si elle s'est déterminée 6 mois avant l'inclusion, et évidemment, comme pour tous les essais cliniques, un bilan biologique correct. Avec une vitesse d'inclusion comme habituellement avec les Italiens, donc les essais cliniques assez rapides, ils ont réussi à inclure 679 patients qui ont été randomisés avec plus de 85% des patients qui étaient en bon état général avec un PS à 0, pas de traitement adjuvant avec oxaliplatine, donc on remarque quand même une certaine sélection des patients, mais également des maladies de mauvais pronostic. Comme vous pouvez voir, il y a 65% des patients qui sont KRAS mutés, 10% de BRAF mutés et 38% de tumeurs coliques droites. L'étude est positive, donc sur son objectif principal, en faveur de la quadrithérapie, avec une médiane de PFS2 de 18 mois versus 16 mois dans le bras trithérapie. Ce bénéfice est surtout obtenu par la différence de survie sans progression en première ligne. Donc là, comme vous pouvez le voir, la première ligne, on passe de 9,9 mois pour le bras FOLFOX-BEVA à 12 mois en PFS1 pour les patientes avec FOLFIRINOX bevacizumab. Pour ce qui est des taux de réponse, il y a également eu une amélioration. Donc, on passe de 50% de taux de réponse à 61% avec la quadrithérapie. Et on va voir également que l'accès à une 2e ligne de traitement était de 86% dans le bras contrôle contre 74% dans le bras quadrithérapie et des médianes de survie sans progression qui étaient identiques entre les 2 bras. Donc, au final, les résultats de cette étude TRIBE2 bien qu'encore incomplète, on a uniquement 40% d'événements de survie globale, confirme la faisabilité déjà et l'efficacité de la quadrithérapie par FOLFIRINOX bevacizumab en première ligne. Celle-ci donc apparaît aujourd'hui comme un standard chez les patients en bon état général, OMS 0, et tout particulièrement les patients qui sont de mauvais pronostic, donc mutés RAS et RAF avec des tumeurs coliques droites. Donc ces données devraient quand même balayer nos craintes
de ceux qui ne pourront pas effectuer une deuxième ligne, parce qu'on voit que clairement la première ligne de quadrithérapie n'altère pas l'accès à une deuxième ligne de traitement. Pour l'instant, on attend les résultats de survie globale pour confirmer ces résultats. Et on attend également les études de sous-groupes moléculaires, mais probablement que ce traitement pourrait aujourd'hui changer les pratiques pour la prise en charge de la première ligne des cancers colorectaux. Alors, les anti-EGFR, le re-challenge par les anti-EGFR, donc cette équipe italienne, donc toujours les Italiens en tête, avait antérieurement avancé dans un travail rétrospectif le concept de réintroduire les anti-EGFR en énième ligne dans le traitement des cancers colorectaux. Une des limites à ce concept est qu'on crée l'émergence de mutations de RAS au cours de traitement. Donc on induit cette mutation par la pression thérapeutique induite par les anti-EGFR et qui vont être à l'origine de l'échappement thérapeutique. Et donc, ceci suggère l'intérêt de chercher les mutations avant de réintroduire le traitement par anti-EGFR. Et donc, c'est le mérite qu'avait eu cette étude, donc l'étude Cricket, où les auteurs ont proposé de faire des biopsies liquides, donc pour des patients qui étaient initialement KRAS sauvages, qui ont reçu une première ligne de chimiothérapie associant irinotecan, cetuximab en première ligne, qui avaient eu une réponse objective avec une survie sans récidive d'au moins 6 mois. Ils ont été traités par la suite en deuxième ligne, et puis en troisième ligne, on va réintroduire cette combinaison précédée par une biopsie liquide pour voir si, entre-temps, ils ont développé une mutation RAS ou RAF, et donc faire une analyse en NGS. Et donc, l'objectif principal était de voir le taux de réponse. Comme vous pouvez le voir, les 6 patients qui ont répondu, donc 21%, des taux quand même assez faibles, c'était des patients qui avaient encore un statut KRAS sauvage. Tous les patients chez qui on a détecté une mutation, bien évidemment, ils n'ont pas répondu au traitement. Et donc, les 12 patients chez qui on a vu à la biopsie liquide une mutation, c'est des patients qui ont au final reçu ce traitement sans aucun bénéfice. Les survies sans progression sur la biopsie, donc si on se confère au résultat de la biopsie liquide, elle a été significativement supérieure chez les patients qui étaient toujours KRAS sauvages par rapport à ceux chez qui on a mis en évidence une mutation sur cette biopsie liquide. Donc le bénéfice, on le voit aussi bien sur la survie sans progression que sur la survie globale. Et donc ces résultats apportent encore de l'eau au moulin, au concept de réintroduction des anti-EGFR. Donc on doit tout de même exclure les patients chez qui, avec la biopsie liquide, on a identifié une mutation avant de traitement pour éviter à ces patients des traitements au final inefficaces. Donc, c'est déjà une première validation prospective du concept de re-challenge. On doit surtout encore explorer les autres mécanismes d'échappement pour mieux sélectionner les patients répondeurs au traitement. Donc pour ce qui est des carcinoses péritonéales, donc on sait que la carcinose péritonéale d'origine colorectale reste de mauvais pronostic, qu'elle soit isolée, donc on est avec des médianes de survie de 16 mois, ou associée à des métastases extrapéritonéales. On a eu plusieurs études prospectives et rétrospectives. Il y a eu également une étude de phase 3 qui a suggéré que combiner une chirurgie de cytoréduction maximale et une CHIP. Donc je rappelle, la CHIP, c'est la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale périopératoire avec des médianes qui vont jusqu'à 40 mois. Et donc, dans cette étude française, donc menée par Unicancer, Prodige 7, on a essayé de voir si la CHIP dans les cancers colorectaux pouvait apporter un bénéfice. Donc, cette étude a été présentée cette année à l'ASCO en présentation orale.
donc elle évaluait l'intérêt de la CHIP avec l'oxaliplatine à la dose de 460 mg mètre carré en 30 minutes par rapport à une chirurgie de cytoréduction seule pour des patients qui ont une carcinose isolée. Donc, ce n'étaient pas des patients qui avaient des métastases extra-péritonéales. Et donc, à l'issue de cette chirurgie ou pas, les patients recevaient un traitement adjuvant pour un total de 6 mois, soit péri, soit post-opératoire. Et donc, au total, 265 patients ont été randomisés entre 2008 et 2014. Le PCI, donc je rappelle que c'est le score qu'on voit au niveau de la carcinose péritonéale, était en moyenne de 10. 57% des patients avaient des scores donc PCI modérés et donc 26% avaient un score étendu. Comme vous pouvez le voir, l'étude est négative sur son objectif principal avec une survie globale médiane qui est de 41 mois versus 0,7 versus 41 mois, 2 dans le bras CHIP et chirurgie seule respectivement. Donc aucun intérêt aujourd'hui à faire une chirurgie suivie d'une chimiothérapie intrapéritonéale dans ce groupe de patients. Si on regarde le forest plot, il nous paraît un léger bénéfice de la CHIP en termes de survie globale dans le sous-groupe des patients qui ont un score PCI intermédiaire, donc entre 11 et 15. Donc probablement que c'est le seul sous-groupe qui bénéficierait de la chimiothérapie intrapéritonéale. Donc l'étude est considérée tout de même comme négative et il faudra probablement faire d'autres études complémentaires pour voir s'il y a un bénéfice. Donc l'autre étude également présentée concernant les CHIP, c'est ProfiloCHIP. Donc ça, les résultats ont été déjà présentés et là ils ont été actualisés. Et donc cette fois-ci, c'était des patients avec une CHIP prophylactique. C'était des cancers colorectaux opérés, mais qui étaient à risque de récidive, avec notamment des tumeurs perforées, des métastases ovariennes réséquées et une maladie péritonéale réséquée. Et donc ces patients recevaient une chimiothérapie adjuvante pendant 6 mois et puis étaient randomisés entre surveillance, qui est le standard aujourd'hui, et une chirurgie de second look, plus chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Et donc au total, il y a eu 150 patients randomisés entre 2012 et 2015 dans 18 centres français. Donc l'étude est négative, il n'y a pas d'amélioration de la survie sans progression à 3 ans, ni de la survie globale à faire cette chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique en plus, donc à titre prophylactique. Donc si on résume, les deux études testant la CHIP sont négatives. Elles prouvent aujourd'hui l'absence d'intérêt de la CHIP dans les cancers colorectaux métastatiques, que ça soit en situation avancée ou en situation de maladie résiduelle minime. La résection extensive de la carcinose limitée est quand même d'actualité. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que la CHIP aujourd'hui, elle est bénéfique pour les carcinoses qui sont minimes, est-ce qu'elle est, parce qu'on voit clairement qu'elle est inefficace pour les carcinoses étendues. Est-ce qu'on pourrait améliorer l'efficacité de la CHIP en changeant les modalités d'administration et en changeant les produits? Donc là, on a testé l'oxaliplatine, peut-être qu'on pourrait tester d'autres molécules plus efficaces. Il y a d'autres modalités qui sont en cours, notamment l'aérosolisation, donc le procédé PIPAC qui est actuellement en cours d'études, surtout pour les carcinoses péritonéales d'origine ovarienne. En tous les cas, pour aujourd'hui, cette pratique ne devient pas un standard pour les maladies péritonéales d'origine digestive. Pour ce qui est des cancers non colorectaux, le cancer du pancréas, donc on sait que malheureusement après résection chirurgicale d'un adénocarcinome pancréatique, on va avoir près de 75% des patients qui vont présenter une récidive. Le traitement adjuvant standard se limite jusqu'à présent se limitait à 6 mois de chimiothérapie adjuvante par gemcitabine ou par 5-FU en monothérapie ou en association à la capecitabine, donc le schéma GEMCAP.
On a vu que le traitement par FOLFIRINOX a été démontré comme efficace en première ligne métastatique du cancer du pancréas, et donc ceci justifiait son utilisation en situation, le fait qu'on le teste en situation adjuvante. Et donc l'étude Prodige 24 a testé le FOLFIRINOX en adjuvant avec au total 493 patients âgés de 18 à 79 ans dans 77 centres français et également des centres canadiens. L'étude a duré à peu près 4 ans et demi. Alors, ce qu'on exigeait au moment de l'inclusion des patients, c'était un scanner post-opératoire et un CA 19-9 sérique inférieur à 180. Donc, ça a été très critiqué par la suite parce que on n'exigeait pas un CA 19-9 normal, ce qui voulait dire qu'on prenait des patients qui étaient déjà probablement métastatiques. Donc les patients étaient randomisés dans les 3 mois qui ont suivi la chirurgie. Donc on prenait aussi des patients qui étaient opérés avec une chirurgie complète, donc une résection R0, et également des patients R1. Donc ça également, ça a été longuement débattu parce que les chirurgies R1, on peut considérer déjà que c'est des patients qui seront par la suite en poursuite évolutive. Et donc ces patients recevaient soit 12 cures de chimiothérapie par FOLFIRINOX modifié, donc sans le bolus du 5-FU et avec une dose réduite d'irinotecan, plutôt à 150 mg mètre carré. Et donc ça a été amendé par la suite parce qu'on a vu que le schéma était trop toxique. Le bras standard était celui de gemcitabine, donc à la dose connue, 3 semaines sur 4. Et donc l'objectif principal de cette étude était la survie sans maladie à 3 ans. Quand on regarde la tolérance des différents schémas, on voit que globalement, c'est une tolérance qui reste acceptable. Il y a 60% des patients sous FOLFIRINOX chez qui on a eu recours aux facteurs de croissance. On a eu également un décès toxique dans le bras gemcitabine de façon un peu étonnante. Et donc, globalement, on voit les toxicités hématologiques habituelles avec le FOLFIRINOX, la neutropénie, lymphopénie, la thrombopénie. Mais globalement, ça reste des toxicités assez gérables. Donc, bien évidemment, beaucoup plus de toxicités de grade 3 et 4, notamment des toxicités digestives, plus d'asthénie, de neuropathie périphérique par rapport au bras gemcitabine. Et donc l'étude était positive avec une amélioration significative de la survie sans progression à 3 ans. Donc on passe de 21% dans le bras gemcitabine de survie sans maladie à 3 ans à 39 mois dans le bras FOLFIRINOX et donc une survie sans maladie médiane qui passe de 12 à 21 mois et donc un hazard ratio à 0,58. Donc clairement, un bénéfice aujourd'hui à traiter en adjuvant les patients avec des cancers du pancréas opérés plutôt par FOLFIRINOX. Donc là, on revoit les résultats de la survie globale médiane. Donc on voit qu'il y a un bénéfice. On passe de 35 mois à 54 mois dans le bras FOLFIRINOX. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le FOLFIRINOX en adjuvant est nettement supérieur à la gemcitabine en termes de survie sans maladie, de survie globale et de survie sans métastase. Le bénéfice, on l'a vu dans tous les sous-groupes, quel que soit le statut de la maladie. La toxicité est certes majorée, elle reste gérable. Donc aujourd'hui, c'est à nous de savoir sélectionner quels sont les patients qui sont candidats à ce traitement, vu qu'on a l'habitude déjà d'utiliser ce traitement en métastatique. On devrait aujourd'hui s'habituer à l'utiliser en situation adjuvante. Donc pour le cancer du pancréas métastatique, donc ce qu'on disait tout à l'heure depuis la publication de l'étude Prodige 4 accord 11 en 2011, donc le FOLFIRINOX est le traitement de référence en première ligne métastatique des cancers du pancréas avec un bénéfice en survie globale. Donc on était passé de 6 mois à 11 mois et également en survie sans progression par rapport au traitement par gemcitabine qui était le standard à l'époque. Et donc, afin de limiter la neuropathie périphérique liée à l'oxaliplatine, cette étude, donc présentée en communication orale également cette année, a évalué l'intérêt de l'administration d'oxaliplatine
selon une stratégie stop and go, ainsi qu'un traitement séquentiel qui alterne gemcitabine et folfirine 3. Donc c'est le schéma FIRGEM. Donc l'intérêt, c'était de voir si on pouvait se permettre d'arrêter le traitement par oxaliplatine. On sait tous que le problème limitant est la neuropathie périphérique liée à ce traitement. Et donc il s'agissait d'une étude randomisée de phase 2 à 3 bras, avec un bras folfirinox 6 mois, le bras A, un bras folfirinox 4 mois suivi d'un traitement de maintenance par LV5-FU2 et une réintroduction du folfirinox à progression, donc ça c'est le bras B, et puis l'alternance entre folfirine 3 pendant 2 mois et gemcitabine 2 mois, donc ça c'est le bras C. L'objectif principal de l'étude était le taux de survie sans progression à 6 mois, et donc entre janvier 2015 et novembre 2016, 273 patients de moins de 75 ans, qui étaient en bon état général, donc plutôt OMS 0, 1, ont été inclus. Donc à noter qu'il y a quand même 24% des patients qui avaient une pose de prothèse biliaire et 34% qui avaient été opérés de leur tumeur primitive. Et donc l'objectif principal était le taux de survie sans progression à 6 mois. Alors, la survie sans progression à 6 mois était de 47% dans le bras A, 44% dans le bras B, donc pas de différence significative entre les deux. Par contre, on voit qu'il y a une survie qui est moins bonne dans le groupe C, avec des taux de réponse objectifs qui sont également moins importants. Et donc, on voit clairement que la durée médiane de maintenance par LV5-FU2 des patients du bras B était relativement longue. Et donc, au total, la maintenance par LV5-FU2, après 4 mois de folfirinox en première ligne, paraît faisable, paraît également efficace, avec une toxicité neurologique de grade 3-4 qui est plus élevée, expliquée par une exposition plus longue au sel de platine. Et donc, il faudrait confirmer ces résultats par des études complémentaires. Mais en tous les cas, ça nous permet quand même, en pratique, de pouvoir alléger le traitement pour les patients en première ligne métastatique. Donc, on voit ici, donc dans cette étude, la différence en survie sans progression qui est quand même la même pour le bras folfirinox ou folfirinox allégé. Par contre, une survie sans progression et une survie globale moins bonne dans le bras FIRGEM. Donc, maintenance folfirinox par LV5-FU2 faisable et efficace. Et clairement, le traitement FIRGEM est inefficace par rapport au bras folfirinox. Et donc, on attend d'autres résultats pour pouvoir confirmer. Alors, pour les cancers de l'estomac, on a eu l'étude TAX, donc trifluoridine tipiracil versus placebo dans les cancers gastriques métastatiques avancés. Alors, après la première annonce des résultats à l'ESMO GI à Barcelone cette année, la phase 3 donc, de TAX a de nouveau eu l'honneur d'être présentée à l'ESMO lors d'une communication orale. Donc, pour mémoire, c'était une large phase 3 internationale qui a comparé en troisième ligne ou plus le traitement des cancers gastriques métastatiques à une chimiothérapie par TTP, donc plus connue sous le nom de Lansurf, à un placebo. Et donc l'objectif principal de l'essai était la survie globale. Et donc les patients étaient randomisés selon un schéma 2 pour 1 en faveur du TTP, avec donc une posologie classique, 35 mg mètre carré, J1, J5, 2 semaines sur 4. Les patients qui étaient inclus étaient plutôt en bon état général, OMS 0 à 1, tous pré-traités par cisplatine 5-FU. Ils avaient également eu des anti-HER2 s'il y avait une surexpression d'HER2. La grande majorité était pré-traitée par taxane et plus d'un patient sur deux avait déjà reçu de l'irinotecan et donc plus de 60% des patients étaient déjà en quatrième ligne ou plus. Il y avait 44% des patients qui étaient gastromisés. Et donc l'étude est positive sur le critère principal qui est donc la survie globale, donc avec des médianes qui passent de 3,6 mois à 5,7 mois, donc ça reste réellement modeste mais
c'est significatif. Et donc, ces résultats permettent de dire qu'aujourd'hui, le Landstorf pourrait être une alternative thérapeutique pour les patients qui sont en ligne avancée d'un traitement du cancer de l'estomac métastatique. Et donc, je rappelle qu'actuellement, il y a déjà une AMM en cours pour le traitement du cancer du côlon. Donc, on pourrait éventuellement avoir une extension d'AMM pour le cancer de l'estomac. Donc, le bénéfice était également visible sur la survie sans progression. Pareil, donc on passe quand même de 1,8 à 2 mois, donc pas vraiment des résultats très excitants, mais malheureusement on n'a pas grand-chose aujourd'hui pour le traitement du cancer de l'estomac. Alors, les taux de réponse et de contrôle de la maladie étaient également très modestes. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on améliore significativement la survie globale, la survie sans progression, les taux de contrôle de la maladie. On améliore également le temps jusqu'à détérioration clinique, donc on peut dire qu'on apporte quand même un bénéfice clinique à notre patient et le profil de toxicité reste gérable. Donc là, il faudrait attendre les résultats de l'immunothérapie qui, à cette position, challenge aujourd'hui cette nouvelle drogue pour voir si réellement elle a une place dans le cancer de l'estomac. Alors, pour les carcinomes hépatocellulaires, donc on a eu cet essai à l'ASCO, à l'essai Célestial, qui a testé le cabozantinib. Donc, je rappelle que c'est un inhibiteur de tyrosine kinase multi-cible qui agit sur l'angiogenèse, la croissance tumorale. Donc, on a déjà démontré son efficacité dans les carcinomes hépatocellulaires dans une autre étude de phase 2, donc des patients qui étaient déjà pré-traités avec des résultats assez intéressants. Et donc là, on avait une large étude de phase 3 pour confirmer ces résultats. Donc, c'était tous des patients qui étaient en échec de traitement après une première ligne par sorafenib et l'objectif principal était la survie globale. Donc, on a randomisé 707 patients, donc 2 pour 1. Les caractéristiques des patients étaient globalement les mêmes entre les deux bras de traitement. Et donc, il y avait 27% des patients qui avaient été traités par 2 lignes de chimiothérapie, donc qui avaient reçu du sorafenib et une autre ligne de traitement. Et donc, les résultats de l'étude sont positifs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un bénéfice du cabozantinib en survie globale qui passe de 8 mois à 10 mois avec un hazard ratio à 0,44. Donc, il y a quand même un bénéfice à ce traitement. Et donc, on peut dire aujourd'hui que ça pourrait être une alternative pour les patients qui sont en échec avec le sorafenib. Donc, pour conclure, je pense que ce qu'il faut retenir cette année des nouveautés et highlights en cancer digestif, c'est la place de l'ADN circulant tumoral, que ça soit en situation localisée, en situation métastatique, mais là, quid du prix et de l'accessibilité à ce traitement. Également, la place de l'immunothérapie, une place vraiment confirmée pour les patients MSI, donc la nécessité d'avoir ce statut sur les comptes rendus ANAPAT aujourd'hui pour tous les patients avec des cancers coliques. L'autre point, c'est l'essor de la trithérapie, donc la quadrithérapie si on rajoute les thérapies ciblées dans les cancers colorectaux métastatiques et le traitement du cancer du pancréas. Donc ceci nous oblige à apprendre à manier beaucoup plus le traitement par FOLFIRINOX et puis éventuellement le Landstorf qui pourrait avoir une place dans les cancers de l'estomac. Voilà, je vous remercie.